Alors, grand B, le procès de production et la res cogitans. Petit 1, le montage des trois principes logiques selon les trois pouvoirs de la praxis, l'alliance entre subjectivité et praxis. Pour procéder au montage du cogito pré-réflexif, il faut d'une part recenser les principes logiques. Le principe dialectique n'est pas encore apparu, qui viendra à son œuvre pour conclure. Et d'autre part, constituer leur pratique selon les trois intentionnalités et les trois outils que sont le principe d'immanence, d'identité, de synthèse, c'est le tableau ci-dessous. Il faut alors privilégier un duo, l'alliance qui sera le fondement même du sujet transcendantal, celle du procès de création et du procès de production, car c'est aussi le fondement même de la philosophie de la praxis, l'union sacrée de la subjectivité et de la praxis. Tableau. Les deux principes actifs de la subjectivité et de la praxis s'interpénètrent, les deux principes de la subjectivité et de la praxis s'interpénètrent en amont et en aval de leur rencontre, comme réminiscence et comme prospective pour porter la connaissance au plus intime de l'être, et pour constituer le genre selon la transmission des caractères culturels acquis. C'est la ligne prométhéenne de point progressiste. Tout commence par le savoir de la finitude, point d'interrogation, ou par le savoir de l'angoisse, point d'interrogation, mais c'est le même. De l'angoisse au rythme, il n'y a que la différence d'une harmonie. La contradiction originelle du temps entre l'être et sa durée est tantôt ressentie en tant que telle, l'angoisse, tantôt comme finitude, le corps sujet. De la non-existence du temps de chronos, expérience interne de la durée qui ne peut être, et de l'être qui ne peut durer, on passe à l'existence du temps comme être pour la mort. Il s'agit là du savoir originel de la subjectivité, d'une angoisse à l'autre. Celle-ci a été située d'abord comme arythmie, puis comme finitude. La subjectivité, en sa pureté originelle, est l'expérience de ce passage, non pas l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre. Le rythme est ce montage du temps qui permet de dépasser l'angoisse à deux temps. L'angoisse du temps, c'est la résolution du problème posé, l'accès à tout un savoir vivant. Celui-ci est fait des trois déterminations du rythme, de trois immanences. C'est tout d'abord l'accès à un temps actif, temps qui répond à l'angoisse en synthétisant les deux durées antagonistes en un temps commun à l'être et au temps. Temps du répétitif en devenir et temps du devenir en répétitif. Ce savoir-faire est l'accession au temps socialisé. Il écarte l'angoisse en écartant la mort, la finitude, indéfiniment, en produisant le temps homogène qui se réifiera en substance. Il apporte le lien du désir à la jouissance. C'est déjà le stade organico-affectif, celui de la satisfaction du besoin. Petit 2, le sujet de la connaissance. Cet homo faber est cogito pré-réflexif, un savoir qui n'est qu'un faire. Il finalise selon la rationalité du procès de production et reconstitue une causalité récurrente. Entre parenthèses, pour se reconstituer comme corps-sujet. L'immanentisme synthétique est la synthèse du pouvoir d'être et du pouvoir de faire du corps-sujet. Il détermine le principe même de la connaissance, celle qui est constitutive de ce corps-sujet et celle qui est constitutive de la logique et de la phénoménologie. Le réel est rationnel comme le rationnel est réel.
c'est le principe de réalité. Le pouvoir de la matière, de la création de la matière, création de la vie, et le pouvoir divin, création d'existence, doivent compter avec le pouvoir d'alliance subjectivité-praxis. Celle-ci est une valeur ajoutée, le champ d'existence de l'engendrement réciproque du réel et du rationnel. Le savoir-faire est cogito pré-réflexif. Celui-ci n'introduit pas l'irrationnel, tout au contraire. Ce n'est que par la connaissance que le faire est possible, et ce n'est que par le faire que la connaissance est possible. Il y a engendrement réciproque, chaque terme se faisant nécessaire à l'autre. Il y aura 3 étapes de la constitution de ce savoir, les 3 moments constitutifs de la praxis. Le schéma ci-dessous représente l'ensemble du processus et propose une catégorisation qui permet d'écarter toute confusion des 3 pouvoirs. Schéma des 3 étapes de la constitution réciproque du faire et du savoir. Donc, il y a un schéma. Ensuite, petit 3, la faculté d'exister, entre parenthèses, accordée par la praxis. Naissance de la praxis, 2 points. Le savoir-faire selon les 3 grands principes d'existence, immanence, identité, synthèse. Elle est à célébrer, donc la praxis, elle est à célébrer au moins autant que nous avons célébré l'apparition de l'Homo erectus et du prématuré, puisque ceux-ci lui doivent leur existence. La praxis est donation d'existence et non de vie. On a pu confondre les deux et superstitieusement confondre le pouvoir de créer, venu de l'être, et le savoir-faire, le sorcier. Mais alors, la praxis est bien plus que le savoir-faire des objets, homo faber. Elle est une existence qui confère aux objets son existence. À l'origine, et aucun dieu ni mythe ne nous en a informé, mais la ruse devait rester secrète, il y a eu une manigance, une ruse de la praxis, qui n'est autre que le génie humain, industrieux et ingénieux, jusqu'à fonder son existence sur une instrumentalisation de l'être ou une alliance originelle, à l'ethnocentrisme ou pas de décider. La praxis, qui n'a donc pas le pouvoir de la nature de donner la vie, a su jouer de l'être pour que celui-ci lui prête vie. Cette praxis est donc donation d'existence, alors qu'elle n'a pas le pouvoir de vivre. Quel paradoxe au-delà de la Genèse et de toute mythologie cosmogonique. La praxis emprunte la vie pour donner l'existence. Pour ce faire, elle ne fait qu'ordonner les 3 facultés d'exister, qui auront leur existence propre, mais qui, aussi et surtout, se combineront pour donner l'existence synthétique et composite, qui est déjà le lien de vie de l'espèce. Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas une petite erreur, ce n'est pas lieu de vie. C'est le lien, je ne vois pas. Recevons, lieu non plus, recevons humblement, mais pleinement cette leçon et ce legs de l'être, sa proclamation et participation, entre parenthèses, immanentisme, ainsi que le cadeau prométhéen du prédicat d'existence. À la médiation traditionnelle sur l'immortalité et l'éternité, il faut ajouter cette grâce, exister sans être né. La faculté de créer est cette alliance entre être et genre qui apporte au début un éclairage nouveau. Car cette existence, quand elle parraine le prématuré, son corps sujet, octroie à l'humanité tout un potentiel égal à celui de l'être, celui du devoir-faire, de l'impératif catégorique, de l'universel concret. L'existence commence avant notre naissance et se continue après notre mort.
Mort, où est ta victoire? On meurt à soi-même, mais pas à l'existant que l'on a créé, qui n'est qu'un soleil révolu, qui n'est pas un soleil révolu, mais la réalisation de l'humain en son instant parfait, le grand midi de Nietzsche, et son mouvement perpétuel de promesses d'éternité, point de suspension. Est-ce que on s'arrête là? Ça, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. C'est ça. Et donc, du coup, moi, je l'ai vu passer en vitesse, mais c'est ces schémas-là, donc... Oui, bah, ces schémas... vous en avez conclu quelque chose? Pas grand-chose. Moi, je n'ai rien compris. Le schéma, le premier. Le deuxième, on sent peut-être arriver à y en tirer quelque chose, mais le premier, je ne vois pas. Ouais. Ouais, c'est un découpage... il manque énormément de médiation quoi, pour pouvoir... Il y avait une synthèse de son bouquin un peu. Enfin. Oui, d'accord, mais pourquoi ça c'est là et pas à côté, et puis pourquoi l'autre est avant et pas après? Enfin bon, c'est vrai qu'il y aurait des points de suspension à remplir, et là j'avoue que... C'est un peu sa philosophie du devenir, en fait, en partant de l'être indifférencié vers plus différencié. La première boucle, c'est l'animal, en fait. Quoi. Oui, c'est l'individu en tant que... C'est l'animal, après donc, apparaît la finitude. Finitude du temps, Là, c'est mais justement, c'est vrai que la boucle du 8, là, celle qu'il décrivait comme en nœud glacé, elle intervient. Alors il l'a fait intervenir à ce moment-là, alors qu'il met la praxis après. C'est un problème aussi de... on voit bien qu'à chaque... Là, le temps en boucle, il en a parlé suffisamment. Le temps en nœud glacé, il en a parlé suffisamment. Le corps sujet, il en a parlé suffisamment. Des filiations ontologiques aussi, la finitude, etc., il en a parlé. Création d'immanence, voilà. Mais comme on n'a pas... la séquence nous est un peu... nous manque, quoi, parce que peut-être que lui avait une idée claire, si tu veux, et unifiée de ce qu'il mettait, mais nous, enfin moi en tout cas, on a un peu des segments, des bribes, mais pour voir l'enchaînement logique de ces différentes étapes. C'est des étapes, c'est synoptique là, la ligne enfin. Bah, j'ai l'impression, oui, quand même, ça va. Il n'y a pas la flèche, mais j'ai l'impression que elle y est quand même hein, elle va de gauche à droite. Quoi. Enfin, oui. C'est un peu le même schéma. Là, tu pars du temps en boucle, le temps en boucle, et puis tu as le temps en finitude après, ça veut dire que le temps en boucle, vu que ça concerne des étapes quand même les plus antérieures, hein, donc on voit bien que le sens de la flèche il est par là. Quoi. Bon, mais voilà, il y a des éléments, mais pour... en tout cas, pour le moment, en tout cas, ça n'aide pas à comprendre l'ensemble. C'est un peu disparate, mais peut-être est-ce parce qu'on n'a pas des choses nous ont échappé. C'est sur le chemin de la vie, alors si je comprends bien. Comment? Un cheminement dans la vie, les étapes de la construction d'un sujet. La philosophie du devenir, en fait. Ouais. La praxis, du coup. Là, il y a cette comme toujours chez Fousker, un peu cet entrelacement entre la phylogénèse et l'ontogénèse, hein, donc les étapes, donc le parallèle entre l'homo erectus et le prématuré, par exemple, des choses comme ça qui... Oui, c'est un chemin même commun. s'il ne le développe pas trop, ça, et je pense c'est quand même quelque chose qui est
assez récurrent quoi, dans ce bouquin. Quoi. Et l'autre donc? L'autre schéma, oui, aussi, alors c'est censé là, rendre compte du schéma des 3 étapes, la constitution réciproque du faire et du savoir. Le faire et du savoir. Voilà, c'est ce qu'il dit, hein, ce n'est le savoir-faire et le cogito pré-réflexif. Celui-ci, le cogito pré-réflexif, n'introduit pas l'irrationnel, tout au contraire. Ce n'est que par la connaissance que le faire est possible, et ce n'est que par le faire que la connaissance est possible. Donc là, le schéma des 3 étapes de la constitution réciproque du faire et du savoir, c'est censé représenter ça, mais je ne sais pas si ça éclaire énormément sur... C'est l'idée de la synthèse en fait, c'est-à-dire que il y a un rapport entre le fonctionnement extérieur du monde, etc., avec sa logique. Cette logique, elle est de facto comprise dans l'individu aussi. Ben oui. Ce sont les mêmes lois qui obéissent à l'extérieur et à l'individu. Mais dans l'individu, il va y avoir le principe, même pas si déjà l'identité, mais surtout la synthèse en fait, quoi. C'est-à-dire l'accès réflexif, dans une certaine mesure, à ce qu'est un individu et comment le monde extérieur fonctionne. Et donc il accède à la fois à son fonctionnement, comment agir sur le monde, et il accède aussi au fonctionnement du monde, quelles sont les lois, quelles lois obéissent le monde. Donc il y a ces deux choses-là qui se rencontrent, qui sont les deux qui sont logiques, et qui permettent de créer son monde, créer des outils. Donc c'est la praxis. C'est le moment de la synthèse. Il n'est que ce reflet-là, finalement, le sujet n'est que le reflet des objets, mais pas n'importe comment des objets, c'est pas des objets réifiés, c'est des objets dans la perspective de la praxis. C'est-à-dire que, voilà, effectivement, d'après Sanchez Vasquez, comment Hegel dit que, selon lui, le bien, c'est la légalité de l'objet. C'est-à-dire que tu es obligé de te plier à la légalité de l'objet dans l'acte de praxis. Et finalement, l'identité sujet-objet, ça serait ça. C'est que le sujet n'est finalement que le reflet du fait que tu dois, pour transformer la nature, te plier à la légalité de l'objet. Le Rogron, il disait la même chose aussi. Ouais. Hein? Le Rogron, il disait quelque chose de similaire. Il disait que, comment dire, je ne sais plus quand il le disait, mais c'était similaire. Il disait que l'être humain doit se plier à la matière, quoi, en fait, aux lois de la matière, quoi, en fait. Voilà. C'est à mon avis, c'est ce qu'il dit dans l'engendrement réciproque de la connaissance et du faire. Là, finalement, la connaissance n'est que l'expression du faire, mais effectivement, le faire sans connaissance n'est pas non plus, ne peut pas être effectué, quoi. On est obligé de faire appel à du passé pour créer de l'avenir et donc de la connaissance. Donc il parle de... Quand on introduit des schémas dans un propos écrit, en oui. général, c'est pour le rendre plus simple. Et là, c'est pas que ça doit Mais moi, cette question des schémas, bon, les schémas, on n'y arrive pas, c'est tout. On ne les comprend pas.
on les comprend à moitié, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on ne peut pas dire que ce soit des illustrations. Non. Ouais. Mais effectivement, enfin, je crois que dans ce dernier chapitre, qui n'est pas un chapitre de conclusion, qui n'est pas écrit conclusion quelque part, ou chapitre final, il est objectivement final, il fait quand même une synthèse de ce qui précède du livre. Mais en même temps, là encore, cette synthèse du livre, on s'attend à une synthèse en fin de livre qui résume, qui éclaire la logique générale, et puis qui permet d'apprécier une conclusion. Là, je dirais que pour moi, l'écriture, je parle simplement d'écriture, l'écriture est tellement, j'ai employé un mot qui n'est peut-être pas le bon, mais peut-être pour moi en tout cas tellement hermétique, qu'il est difficile de considérer ce dernier chapitre comme un résumé des chapitres précédents, avec, comme dans les 5 dernières minutes, la découverte du coupable. C'est pas ça. Il y a dans ce bouquin, enfin, si un jour on fait une synthèse de bouquin, moi je le dirais, il y a un problème d'écriture. Il y a un problème d'écriture. On est presque dans le kabbalistique, là. Il y a des moments où, franchement... Il y avait urgence aussi. Oui, peut-être, oui. C'est la maladie. C'est même très probable. Bon. Alors, et en même temps, comme dans le reste du livre, on voit en permanence convoquer ou introduit, utiliser en tout cas des concepts qui viennent d'ailleurs, d'autres auteurs. En soi, c'est pas mal. Le problème, c'est que quand on est face à ce type d'emprunt partiel et détourné, il faut à la fois comprendre pourquoi cet emprunt, c'est-à-dire pourquoi le concept qui est mobilisé lui semble le concept à mobiliser, et puis en même temps, qu'est-ce qui fait que l'usage ici n'est pas, ou est éventuellement exactement, l'usage de celui à qui il a emprunté la boîte à outils. C'est un exercice qui ne rend pas facile la lecture non plus. D'autant plus que derrière tout ça, il y a des enjeux qui sont des enjeux de logique fondamentale de la réflexion de Kluskar. C'est finalement la question de sa conception de la phénoménologie de l'humanité, de la phénoménologie de l'émergence de l'humanité, disons les choses comme ça pour le passage qui nous occupe, qui est en cause. Le concept, ça fait quand même maintenant quelques mois, quelques années qu'on se penche là-dessus, et on ne s'est jamais vraiment interrogé sur le concept de cogito pré-réflexif. On a eu tendance à le prendre un petit peu comme argent comptant. Puis, enfin, plus ça va, moi, plus je me pose des questions, parce que ce concept-là, il vient de où? Il vient de Sartre. Et chez Sartre, ce concept, il a une fonction bien précise, qui est celle de dire que le cogito n'attend pas le concept pour témoigner de l'existence, pour rendre compte de l'existence. Effectivement, le cogito, le cogito, mais pas pris au sens conceptuel, pris au sens savoir immédiat, pose l'existence.
atteste de l'existence. Et c'est d'autant plus important que c'est cette existence, là on est en plein existentialisme, qui est l'acte fondateur de l'humain, et Sartre dit l'existence précède l'essence, c'est-à-dire que l'existence n'est que le déploiement, l'essence n'est que le déploiement de l'existence dans sa logique. Donc pour ça, il y a un cogito non cartésien, c'est-à-dire non réflexif, qui précède le concept. Mais pour Kluskar, et là j'en arrive à comment il est sartrien sans être, tel que je l'ai compris, hein, la conscience réflexive est conscience de l'historicité, de la socialité. Donc, Kluskar nous dit, ce cogito pré-réflexif, il n'a pas accès à l'histoire. Il s'inscrit dans le flux du monde, dans le flux des événements, dans le flux du vécu aussi. Ceux qui vivent ce cogito pré-réflexif le vivent dans l'immanence, dans l'immersion. Alors là, il y a un moment où il parle de l'animisme, comme étant en quelque sorte la figure de ce cogito pré-réflexif, une sorte de figure cognitive, je ne dirais pas forcément religieuse, mais cognitive, c'est-à-dire que l'animisme témoigne d'un rapport au monde où le monde est plein d'âme, plein de sens, et où on est dans le monde sans pouvoir s'abstraire du flux du monde qui nous porte. Pas l'identité. Et on verra que... Alors ça, c'est le premier moment, c'est le moment de l'immanence. Hein. On verra que le troisième moment, celui de la synthèse, s'opère aussi dans l'immanence, mais sous un autre angle, d'une autre façon. Alors, qu'est-ce que c'est le cogito cartésien ? Le cogito cartésien, peut-être qu'il faut le comprendre comme l'accès au concept, la pensée par concept, et la pensée par une conscience de soi, ou un premier moment de la conscience de soi, et donc d'une subjectivité portée par le sujet, reconnue par le sujet. Il y a ces deux dimensions-là, parce que Kluskar ne dit pas, je crois, que il y a une révolution scientifique, la découverte du concept, je ne sais pas, à un moment, c'est pas ça ce qu'il dit, c'est que la praxis fait émerger un rapport au monde d'un type nouveau, qui est le concept, en même temps que cette émergence est l'affaire d'une subjectivité qui se reconnaît comme telle. Hein, il y a un moment, il dit je ne sais plus quoi, là, le savoir et la praxis se nourrissent mutuellement. Il y a une phrase en miroir comme ça pour dire ça. Donc, ce cogito cartésien, c'est pas seulement le cogito rationnel, ce qui serait en quelque sorte, disons, l'instance de l'entendement, entre guillemets le mot d'instance,
ni non plus uniquement la conscience de soi, mais les deux à la fois. C'est ce montage qui génère la subjectivité, mais une subjectivité non historique, parce que c'est une subjectivité qui est construite sur l'arrêt, en quelque sorte, du flux, la mise en stand-by du flux, la sortie hors du monde, qui se déploiera dans la transcendance, mais aussi dans certaines formes d'anté-prédicatif. Donc pour lui, le stade de l'identité est le stade du cogito cartésien, c'est le stade de la conscience de soi sans l'histoire. L'identité formelle, il dit. L'identité formelle, sans l'histoire. C'est Descartes déjà. Descartes, il dit... Alors, ça c'est un autre sujet. Moi, je pense que c'était avant. Je crois, oui, mais attends, parce que ça c'est le problème du vocabulaire c'est un des problèmes du vocabulaire de Kluskar, c'est que le cogito cartésien, à mon avis, c'est pas Descartes qui le met en place. Cogito cartésien, c'est un phénomène anthropologique. C'est un moment de la phénoménologie. C'est pas du tout une thèse, une théorie philosophique. C'est pas du tout le cartésianisme. Tu veux dire, le cogito cartésien passage de l'esprit, c'est pas dépendant de Descartes, c'est ça que tu veux dire? Ça existait déjà avant? Ah, oui, bah oui. L'identité. Il le théorise. On pourrait peut-être, en tout cas en Occident, situer ça à la charnière à la fin des présocratiques, quand les derniers présocratiques, dont en particulier Parménide, se posent la question de l'un et de l'identité absolue. Mais eux, c'était presque une parenthèse, les présocratiques, parce que eux, ils étaient très en avance, en fait. Ah non, c'est pas une parenthèse. Les présocratiques, c'est pas une parenthèse. C'est la porte de moi, si j'ai bien compris, les présocratiques, déjà, ils essayaient de s'extraire, justement, du monde religieux. C'était le début de la pensée scientifique, en fait. C'est-à-dire qu'ils essayaient de penser... ici-bas, comment fonctionnent, je ne sais pas, les éléments, la matière, c'était quand même moi j'ai l'impression que c'était quand même une parenthèse, quoi, un petit peu, parce pour les présocratiques, je crois, la science n'existe pas. Sortir de la pensée religieuse pour les présocratiques, c'est plus du côté de la technique qu'il faut chercher ça que du côté de la science. La science, c'est la religion. La science, c'est la connaissance de l'être en tant qu'être, c'est la métaphysique, après, par contre, et ça c'est important l'histoire de la technique, parce que l'histoire de la technique, c'est l'histoire de la praxis, c'est l'histoire des rapports de production, c'est l'histoire du faire socialisé et de la réponse aux besoins collectifs, etc. Et oui. Je voulais simplement établir ce que je disais au début sur la perspective et la construction de la représentation, où le sujet se construit dans le monde, dans la perspective déjà chez les Grecs, donc par la praxis, celui qui fait le tableau et qui le regarde est dans le monde, mais il est réfléchi dans le monde, il est représenté dans le monde. Ce qui n'est pas le cas dans les schémas antérieurs. Il y a les schémas antérieurs, comment c'est les schémas antérieurs? C'est des schémas. Il faudrait... Tu as des schémas comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais une question qu'on peut, à mon avis, légitimement se poser, c'est de quoi il parle. Plutôt de quand parle-t-il? Parce que on est... Vous voyez, on a un passage où il cite Homo habilis. Non, c'est pas Homo habilis. Homo erectus. Homo faber. Homo faber, mais Homo faber, c'est
Homo faber, Rien à voir avec ça n'existe avec pas. Descartes. Mais ça, il le sait pas, je pense. Il le sait pas. Il le sait pas, pas. je crois que ça se démontre. Au niveau Non, oui, mais paléontologique, bon, ça n'existe pas. Et il l'emploie, mais il le sait pas. Homo C'est erectus, grosso Homo modo. habilis, Homo erectus, Homo habilis, on est sapiens. d'accord, on est d'accord. Donc Homo faber, c'est On est un d'accord. truc, voilà, Mais- il emploie mais- ça. C'est un Alors, concept ça quand même renvoie à une développé autre en question. anthropologue, je crois. De quand parle-t-il? C'est C'est un concept, quoi. le point de départ historique, ou plutôt préhistorique, de la praxis, c'est quoi? C'est quand l'homme descend de l'arbre? C'est quand l'homme commence à utiliser des outils? Si l'homme utilise des outils, il y a une praxis. La praxis, c'est 2 millions d'années avant Jésus. Les outils, c'est 2 millions d'années avant Jésus-Christ, aujourd'hui. Oui. Les plus anciens qu'on ait connus. Bon. Donc, il y a là une praxis, peut-être déjà à l'œuvre, et pour catégoriser tout ça, on nous renvoie, pour conceptualiser tout ça, on nous renvoie à des catégories qui sont des catégories philosophiques pour le moins récentes, quoi. Mais Est-ce que tu pourrais finir ce que tu avais développé? Je trouve que c'était très intéressant. Tu es arrivé à l'identité, à Descartes, et tu voulais arriver à la synthèse. Non, j'arrivais pas à que tu l'écrire, parlais j'arrivais au d'histoire, pas cogito-cartésien. d'histoire. C'est-à-dire à l'émergence par la praxis d'une conscience réflexive et d'un savoir lié à cette conscience réflexive qui est en même temps émergence d'une subjectivité substantialisée, consciente d'elle-même, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de subjectivité dans la phase de l'immanence, hein. Mais c'est une subjectivité Diffuse un peu. complètement absorbée par la présence au monde. Il dit qu'à la fois A est A, parce que A n'est pas A. il dit aussi que pour l'immanence, c'est A est toujours A. L'immanence A est toujours A. A est toujours A. Parce que A n'est jamais A. Parce Il que dit ça. oui, parce que A n'est jamais A. Ah, il dit ça. Ah, parce que, oui. Alors, merci pour la simplicité. Mais c'est pourquoi? C'est parce que le devenir n'est pas reconnu. C'est-à-dire que les hommes à cette époque-là. Il y a tellement un changement permanent. Il y a une immanence, il il y a une immanence telle que Du coup, le signe est l'identitaire n'arrive pas à crever la. Le signe n'est pas précis. Oui, pas mais précis. c'est surtout Tu es toujours dans un. Il y a la croyance que tout se répète toujours. C'est Tu es toujours toujours cette idée dans un truc. l'éternel retour, tes cosmogonies, tes dieux sont là et tu ne fais que répéter le passé, Il y quoi, a dans un le tel présent. code. Et c'est ce qui va continuer. Voilà, c'est ça. Il y a un tel code qui écrase, si tu veux, le code est figé. Il n'y a pas de possibilité, enfin, c'est ce que, comme je comprends. Hein, Bah, s'il y a un flou sur le signe, ça veut dire que le signe. Un flou. Il y a un flou parce que tu dis qu'il fluctue entre A égale A, A est toujours Il A. faut tout A. Il dit A est toujours A parce que A n'est jamais A. Ouais, Oui, voilà, parce que- qu'est-ce que je dis donc, quand tu dis A n'a pas bougé, mais au milieu ça a bougé entre toujours et jamais, ça bouge quand même énormément. Ce qui Mais pas dans existe- Le A il n'a pas ce bougé qui lui, mais existe, le c'est signe, le lui, mouvement. il fluctue Ce qui complètement. existe, c'est le Tu mouvement. te poses pas la question Et- du. Et le sujet est complètement dans le mouvement. Et le mouvement n'est pas reconnu. Pour- En pour fait. le- C'est pour ça, il A faut n'est voir. jamais A. C'est-à-dire que Ou le pas, mouvement. Voilà, c'est-à-dire que le verbe n'est Non, pas je pense que le la phrase n'est pas mouvement complète. est reconnu, puisqu'il y a Il y a juste A. Oui, mais l'homme pas- est dans le monde, il se bat pour exister, Bien pour sûr. survivre. Mais Il dans y a des ses, praxis. mais dans ses fondations, il se répète. Mais là, C'est toujours les mêmes dieux qui sont là, etc. C'est ce que ton père t'avait transmis, et ce que tu vas transmettre, c'est toujours les mêmes dieux, quoi. À l'échelle de plusieurs générations, après, à un moment donné, il va y avoir une rupture, mais tant qu'une rupture n'est pas arrivée, c'est toujours les mêmes cosmologies, les mêmes cosmogonies, les mêmes dieux, et c'est ça qui se répète. Et donc c'est là où, ouais, peut-être c'est ce qu'il veut dire quand il dit que A n'est jamais A, c'est parce que
le mouvement en tant que tel n'est pas vraiment reconnu, parce que ce qui compte, c'est quand même l'esprit, comment dire, l'idée qu'on se fait des choses, et ce qui est important, enfin, le plus important, c'est ton système spirituel, ta représentation du monde, et cette représentation du monde, elle est figée, A et A, alors qu'en fait, il y a un devenir qui est là. Mais il n'est pas reconnu parce que déjà tout ce qui est quotidien devient annexe, on va dire, enfin n'est pas ce qui est le plus primordial. Et puis même ça se répète, même si c'est pas toujours pareil, mais globalement ça se répète. Et en même temps, A n'est jamais A parce que finalement, le fait qu'il y ait un devenir, un mouvement, une historicité, elle n'est pas reconnue. Donc A est A, mais en même temps... A n'est jamais A, parce que dans A, il y a bien le mouvement, mais il n'est pas encore reconnu, du coup, l'histoire qui se fait, enfin, Il te le dit, là, le passage dont tu parlais, là, pour l'animisme, il n'y a pas de principe d'identité. Il n'y a pas encore le principe, c'est dans l'immanence totale. A n'est jamais A. Ça veut dire que il y a la question d'extériorité, c'est-à-dire que A, pour que tu dises A et A, il faut que tu prennes de l'extériorité par rapport à toi-même, quoi, par rapport au sujet. Pour se penser, c'est A et A, je pense donc je suis. Ça demande quand même de s'extraire pour pouvoir indiquer, désigner l'identité. Mais alors là, il te dit parce que A est toujours A. C'est-à-dire qu'il le dit un peu plus loin ou un peu avant, il dit dans l'immanentisme, l'un est le multiple et le multiple est l'un. C'est-à-dire qu'en fait, le collectif est tellement prégnant et qu'il n'y a pas de possibilité. Donc tu es A et toujours A. Cet animisme identifie le principe d'immanence et le principe d'identité. C'est-à-dire que comme total assujettissement de l'identitaire par l'immanent. Il le dit après. Pour cet animisme, il ne peut y avoir d'état civil, d'individualité, de finitude même. Le temps n'a pas le temps. L'être de l'animisme est pur transformisme et évolutionnisme. A se transforme constamment en A. Le multiple est l'un comme l'un est le multiple. Il n'y a pas de place pour l'identitaire, encore moins pour le synthétique. C'est quelle page, s'il te plaît ? 256. Donc si tu veux, ils sont effectivement là. Alors pour ce qui est de l'homo faber et puis du cogito pré-réflexif, il en parle quand même un petit peu, parce que là, au petit 2, là, dès la deuxième ligne, page 250, en bas, il dit cet homo faber, donc l'homo faber, est cogito pré-réflexif. C'est le cogito pré-réflexif, virgule, un savoir, donc le cogito pré-réflexif, c'est donc un savoir qui n'est qu'un faire. Donc c'est avant le cogito, et en fait ce savoir n'est qu'un faire. Et il continue, et finalement dans la foulée de ce qu'il a dit dans tout le bouquin, quand même, il finalise donc le savoir en question, il finalise selon la rationalité du procès de production, c'est-à-dire que le savoir en question, c'est pas un savoir éthéré, je sais où, c'est un savoir qui ne fait que finaliser selon la rationalité du procès de production, et reconstitue une causalité récurrente. C'est-à-dire qu'après coup, après avoir fait, finalement, il va refaire en fonction de ce qu'il a fait, il va déduire des causalités qui seront en fait dues à ce faire, mais qu'il ne le prendra pas forcément comme étant dû à ce faire. Bon, un savoir qui n'est qu'un faire. C'est-à-dire que le savoir, finalement, le savoir, c'est quand même très lié au cogito. Mais si tu es dans le cogito pré-réflexif, tu es avant même ce cogito, quoi. Et ce savoir-là n'a de raison d'exister que parce qu'il est faire, que parce qu'il finalise la relationnalité du procès de production. C'est-à-dire que le savoir n'est que l'expression du faire. C'est la même chose dans l'identité. L'identité sujet-objet, c'est la même chose. Tu ne fais que te plier. Vous savez, moi je vais vous dire, l'hypothèse du
réflexive, hypothèse sartrienne, même revue à la sauce muscardienne. J'ai du mal à m'y faire. Parce que l'homo habilis, que j'ai bien connu, comme vous le savez, l'homo habilis, si il utilise des outils, même extrêmement, ça c'est le premier point, il utilise des outils, même extrêmement russes, mais il utilise des outils, c'est-à-dire qu'il est déjà dans l'intention d'utiliser un médium pour opérer quelque chose. Tuer une bête, bon. Je pense que s'il le fait, ça ne peut se concevoir que dans... il y a deux hypothèses. Ou il le fait un peu comme par hasard, on va dire qu'il le fait par hasard, voilà. Il répète ce hasard de temps en temps. Alors là, c'est l'hypothèse subjective, hein. Un individu a utilisé un outil, ou alors il transmet cette utilisation, c'est-à-dire qu'il est dans un contexte, et il l'a reçu, c'est-à-dire qu'il est dans un contexte qui est déjà un contexte socialisé, où la transmission s'opère par des vecteurs dont on ne peut pas évacuer l'hypothèse d'un caractère langagier. Et je prends ici le mot langagier au sens très russe aussi. Hein? Donc, ce savoir n'est pas qu'un savoir-faire. Et n'est pas que le savoir-faire d'un sujet. C'est le savoir-faire d'un groupe. Et la notion même de savoir-faire repose déjà sur la notion de code, à mon avis. Donc, je pense que ce déroulement logique qu'opère Kluskar, il évacue complètement ces questions-là. Voilà. Et on arrive finalement à un schéma qui n'est qu'apparemment dialectique. Parce que on ne voit pas travailler la praxis dans... c'est totalement le contraire de ce que fait Trandultao, de ce qu'essaye de faire Trandultao, à mon avis. On ne voit pas la praxis au travail dans l'émergence et le développement de ce cogito préréflexif. On a une tendance comment dire, à catégoriser et à phaser, sans d'ailleurs véritablement phaser, parce qu'il n'y a pas de phasage à proprement parler. Mais en tout cas, il pense en termes de moments, mais ces moments-là, à l'intérieur des moments, on ne sait pas ce qui se passe. Et donc on ne voit pas que déjà à ce moment-là, il y a une praxis qui est à l'œuvre. Même si c'est une praxis embryonnaire, même s'il n'y a pas encore de baisse tendancielle du taux de profit, c'est une praxis, on est déjà dans la transformation des conditions naturelles d'existence, au fin même de continuer à exister. Est-ce que je me fais comprendre? Bon. Donc, je trouve que tout ça n'est pas très clair. Alors, en plus, référence à l'animisme. Bon. L'animisme, la catégorie d'animisme, c'est comme Homo faber. Hein. Je disais, ça n'existe pas, l'animisme, ça n'existe pas. Oui, l'animisme, c'est un mot qui a été inventé par les curés pour dépeindre toutes les religions qui n'étaient pas les religions monothéistes.
Quand même, parce que là, peut-être Anima, on pourrait penser que, justement, ils imputent, si tu veux, ces vieilles religions-là, à des phénomènes naturels qui n'arrivent pas à expliquer. Ils imputent une praxis, mais là irrationnelle, d'un être divin ou je ne sais, surnaturel, qui vient faire pleuvoir, qui vient brûler le poulailler, ou j'en sais rien. Quoi. C'est pas une praxis, là, si c'est un dieu. Non, mais si tu veux, ils sont face à des trucs qu'ils n'expliquent pas. Ouais, enfin, il y a pas de praxis, la Et praxis, ils ont tendance à projeter, sans doute, de donner une âme, si tu veux, Ouais. à tout. des processus irrationnels qu'ils expliquent parce qu'ils font eux. Ils sont à la praxis. Bon, ben, ils expliquent l'irrationnel, ce qui arrive par des êtres irrationnels avec des êtres irrationnels doués d'une super praxis. Quoi, et qui... Il n'y a pas de praxis. Non, je sais bien. C'est Le métaphore. truc, si tu veux, c'est une métaphore. C'est quand même eux, si tu veux, ils projettent que ce qu'ils connaissent, à mon avis. Quoi. Donc, ils peuvent projeter. Lukács le dit, ça. Hein, donc, Ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, en fait. non, Lukács le dit, hein, ça, dans l'ontologie sociale. Donc, ils ne font que projeter, finalement, ce qu'ils connaissent tous les jours, mais ils imputent une super praxis, on va dire, bien sûr irréelle, à des forces. Voilà, donc l'animisme, c'est ça, quoi. C'est le fait d'animer, si tu veux, du surnaturel, en le projetant sur... C'est pas idiot, quoi. C'est un système d'explication comme un autre. Oui, enfin, des c'est choses quand même. C'est bien un grand sac où tu mets Ouais. tout ce qui n'est pas, comme tu dis, l'athéisme. Enfin, c'est un grand tas. C'est un gros sac où tu mets tout. Donc c'est sûr que là... Alors que ce sac, il est rempli de choses extrêmement différentes quand même. Oui, complètement. Bon, même si... moi je pense que plus que animisme, qui est un mot à mon avis, moi j'aurais pas choisi, je pense que c'est de l'immanentisme dont il faut parler. On est face à des conceptions immanentistes, c'est-à-dire des conceptions unitaires du monde, où le monde est animé par des forces ou une force qui tient tout, dont on fait partie. On est dans la nature, l'homme est dans la nature. Donc immanentisme, je comprends. Mais là encore, hein, c'est un problème aussi d'écriture, parce que il y a quelque chose de piégeux à faire rentrer sur scène l'animisme dans l'explication, je trouve. Tu vois et même de dangereux, parce que, à la limite, on pourrait en lisant Kluskar, s'imaginer un tableau du progrès de la conscience, progrès de l'humanité, progrès de la conscience, hein, depuis la barbarie jusqu'à l'état de l'homme civilisé, qui serait l'homme parfait du socialisme. C'est évidemment pas l'intention de Kluskar, quoi. C'est pas l'intention de Kluskar. Donc, à mon avis, c'est important. Oui, ça c'est souvent qu'ils glissent comme ça d'un terme à un autre. C'est pareil avec le terme de savoir-faire. Savoir-faire, c'est un terme souvent employé pour marquer une hiérarchie dans les savoirs, qui renvoie d'ailleurs aussi, alors là je parle de la littérature moderne, mais vous savez, un savoir-faire. Il y a une grande différence entre le savoir-faire de l'ouvrier, le savoir gérer du patron et le savoir-tout de l'intellectuel moderne. Là, je pense que quand tu vois qu'il dit, par exemple, j'ai l'impression que ça charrie. Il n'arrive pas, excuse-moi, mais il n'arrive pas à penser, et c'est une lourde tâche, hein, à penser
la dialectique, en tout cas essayer d'imaginer la dialectique profonde, à mon avis, animé par la praxis, d'un savoir qui est à la fois savoir de l'agir et savoir du savoir. Et il y a quelque chose qui ne marche pas. Vraiment, c'est comme ça. Oui, si. Pareil, après, il va nous parler du stade du miroir. Alors, il casse du bois sur le dos de Lacan à chaque fois qu'il peut, et tout d'un coup arrive le stade du miroir, quand même un concept un peu plus lacanien. Il empruntait à Vallon, par exemple. Ah bon? En tout cas, moi, je le situe chez Lacan. C'est Vallon. C'est Vallon. Oui. Attends. Oui, parce que c'est Lacan dans un texte de l'encyclopédie, édité par Wallon dans les années 30, je pense, où Lacan parle du stade du miroir. Ouais, c'est ça, il y a un truc comme ça, il faudra recreuser ce truc-là. À l'époque où Lacan, effectivement, travaillait quoi. Bon. Alors, pour aller jusqu'au bout de ce que j'ai compris, parce que j'ai quand même essayé de faire un effort de compréhension de ça, c'est pas ça. De synthèse de la synthèse de tout ça. Je crois que ce qui est quand même intéressant, là où il faut rendre hommage à Kluskar, c'est que le cogito cartésien, il le temporalise en quelque sorte, d'abord sous l'angle de l'émergence du cogito cartésien à partir du cogito pré-réflexif, et en l'inscrivant dans une phénoménologie du corps-sujet. Donc, il retient le cogito cartésien comme un moment, qui est le moment de l'identité, mais c'est un moment de l'identité qui est un moment tellement identitaire qu'il en est instable. Car le moindre grain de sable, dit ça quelque part dans le texte, le moindre grain de sable vient détériorer le bel ordonnancement de la machine identitaire et donc reposer le problème le problème du dépassement, du besoin de dépassement de cet identitaire, besoin de dépassement qui s'opère par des tentatives, des segments, comme il dit, des segments successifs, presque des bricolages, et pour cause, puisqu'il ne peut être compris que par la philosophie de la praxis. Il n'y a que la philosophie de la praxis qui peut rendre compte d'une manière cohérente et totale, disons, des rapports du sujet et de l'objet. Donc, ce qui fait émerger le sujet cogito-cartésien, c'est le procès de production. Et en même temps, c'est le procès de production, la praxis, qui va conduire à la compréhension et au dépassement du cogito-cartésien. Oui, mais moi, c'est pas enfin, par rapport à ce que tu disais là. Ouais, tu disais effectivement que bon, dans les présocratistes, etc. Mais là, quand même, si Descartes, à un moment donné, il exprime la nécessité de théoriser finalement ce je pense je suis. Quelque chose qui était ce que comment il dit Kluskar, c'est que c'est pas quelque chose qui est comme ça dans l'air pour rien, mais que ça, c'est un moment effectivement qui est propice à finalement l'émergence du sujet, de l'identité, et que finalement Descartes va théoriser. Avant, il n'y a pas eu de théorisation, personne n'a dit je pense donc je suis avant Descartes, il n'y a pas eu de tentative de théorisation de ce cas. Qui plus est, il faut, et là peut-être que
Descartes avec quelques velléités hégémoniques, à savoir qu'il l'a quand même écrit en français. Je crois que c'est le premier bouquin qui a été écrit en français. Avant tous les autres bouquins étaient écrits en latin. Sans doute qu'il voulait en plus que son truc porte quand même auprès de la population, etc. Il n'y avait pas la télé à ce moment-là. Donc, l'idée de Clouscar, c'est que, effectivement, alors bon, qu'est-ce qu'il y avait avant? Bon, là, effectivement, c'était quelque chose sans doute de plus un rapport plus matriciel entre le sujet et la praxis, en tout cas, qui ne permettait pas l'identitaire, qui ne permettait pas de dire je pense donc je suis, de faire avoir ce parcours un peu réflexif, si tu veux, sur toi. Apparemment, c'est l'émergence de ce truc-là dont finalement le cogito cartésien rendrait compte. Lui, Clouscar, postule que c'est dû à au niveau historique à une transition, une rupture qu'il voit, lui, dans la bourgeoisie de Rome, hein, comme l'accès d'une classe finalement à l'administration de l'État, à l'administration de l'État-nation, et effectivement la préemption d'un pouvoir culturel. Quoi. Et que Descartes, il dit à un moment donné, oui, c'est-à-dire qu'il permet l'identité, hein, sujet, objet. En fait, c'est pas sujet-objet qui permet, mais c'est dit, et la pensée, cette différence, et le développement sujet-objet, le sujet de la connaissance étant aussi l'objet de la connaissance. En fait, c'est sujet et sujet, objet de la connaissance. C'est-à-dire que, d'après ce que je comprends, hein, donc l'identité, c'est pour ça qu'il dit que c'est une identité formelle, parce que ce n'est pas une identité sujet-objet, mais c'est l'identité sujet et sujet en tant qu'objet de la connaissance. Je pense donc je suis, finalement tu ne vois que tu n'arrives à faire l'identité, et pour ça qu'il dit après tautologique, c'est-à-dire que tu es dans la tautologie, tu dis oui, voilà, donc sujet et sujet comme objet de la connaissance, mais pas l'identité sujet-objet. S'il l'avait fait, il serait déjà chez Marx. Donc il ne pouvait pas le faire. Mais... Ce que tu dis est intéressant parce que du coup la langue, le fait de sortir du cadre des intellectuels précédents, les clercs, quoi, sortir de cette classe de clercs. Non, il dit encore, là. C'est plus ou moins ça. Les clercs, on part de la classe des clercs et on prend une langue nationale pour aller vers la République, de cette façon-là. Descartes, il a beaucoup, quand même, son point de départ, c'était justement de constater que les débats des scolastiques étaient stériles, en fait. C'est-à-dire que j'ai raison parce que toi t'as tort, et moi j'ai raison parce que toi t'as tort, mais en fait, c'était des débats stériles, en fin de compte. C'était ça qui l'a sorti de son sommeil dogmatique, j'ai envie de dire. Hein. C'est ce qu'il dit très bien dans ses discours de la méthode, je crois. Clouscar, pour lui, effectivement, le cogito, c'est une conquête par rapport à l'état précédent, quoi, qui était un état féodal, qui obéissait à des codes transcendants même, et puis purement organiques. Donc on passe finalement avec ce pouvoir culturel, et Descartes en donnant en quelque sorte le signe de départ, disons, au niveau théorique, à quelque chose qui est un progrès. Le problème, c'est que après, il referme le banc immédiatement, c'est-à-dire qu'au lieu de faire l'identité sujet-objet, c'est-à-dire de prendre en compte finalement la praxis, il va faire une identité, ce qu'il appelle formelle, tautologique, c'est-à-dire sujet et sujet comme objet de la connaissance.
l'objet, en fait, c'est un truc qui, j'ai l'impression que c'est ce qu'il dit, quoi. Hein, donc, qui te permet. Si on suit cette logique, si on prend le texte au pied de la lettre, comme vous le prenez, la révolution cartésienne, comme on a dit à un moment, ça veut dire que, en gros, saint Thomas est animiste, Aristote est animiste. Immanentiste. Saint Thomas n'a rien d'immanentiste, c'est un transcendantalisme de première. Cette hypothèse-là ne tient pas. On ne peut regarder la révolution cartésienne que comme un moment de synthèse de quelque chose de déjà là. Et donc ce fameux cogito cartésien, c'est pas le cogito, à mon avis, c'est pas le cogito de la théorie de Descartes, c'est le cogito de l'identité. Et c'est le cogito qui émerge par la praxis de l'immanence primordiale. Donc ça, c'est pas Descartes, c'est peut-être Anaxagore, ou peut-être... c'est les premiers penseurs de la transcendance, peut-être Pythagore. Ouais, mais alors, il y encore, aurait eu des reculs, attention. il y aurait eu des avancées, des reculs. Hein, parce que, entre, il y a surtout des guerres, il y a surtout des affrontements de vision du monde, et il y en aura après Descartes aussi. Bon, donc, Parler ce qu'on appelle parfois du miracle grec, par exemple, les Grecs ont inventé la science, mais par exemple, ils ne s'en servaient pas pour développer leur technique, quoi. Ils n'avaient pas cette conception Non, ils l'avaient, ça c'était toujours les inventeurs, mais c'était pas les hommes de science. Ils ont fabriqué la... Les Grecs n'ont pas inventé la science. Si, il y a une science grecque. Une science qui n'était pas reliée directement aux dieux, quoi. Parce que les Babyloniens, eux, ils étudiaient les mouvements des astres, mais c'était quand même dans un contexte religieux. Que ça se termine avec les Grecs. Quand les Grecs ils étudient le mouvement des astres, ils étudient le mouvement du divin. Ils étudient le monde supralunaire, c'est-à-dire le domaine des dieux. Hein. Encore que chez les Grecs c'est compliqué parce que les dieux ils sont aussi dans la maison. Hein. Non. Mais Kepler, ils ont inventé une science. Kepler était à la fois astronome et astrologue. Il n'y a pas de distinguo. Le distinguo, c'est le 17e qui va commencer à l'établir. Les Grecs ont inventé des techniques, par exemple, ils ont inventé la machine à vapeur. Ils n'ont pas fait de train, ils ne s'en sont pas servis pour développer leur production, etc. C'était juste des objets ludiques. C'est ce que je disais tout à l'heure. La question de la technique. Ça n'avait pas d'utilité la question matérielle, on va dire, économique. Par rapport à celle de la science, dans la compréhension du mouvement de la praxis qui conduit à l'abstraction. Ce qui va inciter, autant que je sache, hein, parce que bon, je ne suis pas un historien des sciences, mais ce qui va inciter la science à épurer son background culturel pour évincer tout ce qui est transcendantal, tout ce qui est finaliste, religieux, etc., c'est le besoin de la technique. C'est la nécessité de régler des problèmes concrets qui elle-même est portée par la demande économique. Tu vois ? Alors, qu'est-ce qui a amené cette demande économique ? Parce que, alors là, du coup, dans ce cas-là, le développement conjoint des moyens de production et des besoins. Mais ça, tu penses que c'est juste l'effet du temps ? Juste l'effet du temps, ou tu penses qu'il y avait des... du temps, c'est l'effet de la praxis. Oui, mais du temps de la praxis, c'est ça que je veux dire, justement. Oui, mais c'est pas le temps, c'est pas parce que les hommes auraient pu attendre très longtemps et ne jamais en arriver là. Il y a ce qui fait qu'à un moment on en arrive là, c'est qu'on a des problèmes, des questions à régler qui sont des questions qui sont liées cette fois-ci non plus à la survie de l'espèce, mais à la survie de la société, d'une civilisation, d'une société, et que la technique, elle frappe à la porte, quoi. On a besoin, de...
pourquoi cette alliance? Parce que, encore une fois, les besoins de la société, de la survie ont toujours existé, ça a toujours existé, et ils y ont répondu, alors moi je pense au départ assez spontanément, de par le dispositif anatomique de l'être humain, de ses capacités particulières, qui font qu'il est capable d'inventer. Quand il découvre quelque chose, même par hasard, il peut se dire tiens, peut-être que ça va servir à quelque chose. Par exemple, j'ai cassé une noix avec une pierre. Ah tiens, mais la pierre s'est fendue. Ah mais peut-être ça me fait un couteau, quoi. Alors que le primate n'aurait pas eu cette capacité de tirer profit quelque chose qu'il n'avait pas prédit, enfin prévu. Et donc ça a toujours existé, et même donc, les Grecs, par exemple, ou même d'autres, les Babyloniens, enfin, ont commencé à utiliser des outils mathématiques pour prédire des événements, pour les comprendre dans une certaine mesure. Et donc ils ont ils ont développé certaines techniques parfois, mais sans forcément l'utiliser pour essayer de changer leurs outils de production, quoi. Enfin, je prends ça comme exemple, des systèmes de machines à vapeur qui n'avaient... enfin, ils n'ont pas essayé de l'utiliser, je ne sais pas, pour créer du mouvement, enfin, ou pour se déplacer. Ça servait juste à ouvrir les portes des temples ou des choses comme ça, mais... pourquoi ces choses-là, à une époque, n'ont pas eu l'impact qu'elles ont eu plus tard, en fait? Qu'est-ce qui peut expliquer cette différence? En mauvais marxiste, je te répondrais que c'est parce que la société grecque est une société basée sur l'esclavage. L'énergie, c'est l'homme. Pourquoi aller se faire chier à aller produire de l'énergie abstraite comme la vapeur si tu as autant d'esclaves que tu veux pour cultiver tes champs et tirer tes cailloux pour construire ta maison? Mais ça, c'est capital. Je pense... C'est ça la pardon. Vas-y. Non, je pense que le truc, je pense donc je suis, c'est quand même un truc qui surgit, quoi, parce que c'est quelque chose qui surgit, d'après Trousseau, mais on pourra de temps à d'autres, d'une classe, finalement, parce que qui finalement, auparavant, si on suit le fil de la vénalité des charges, dit d'Apollète, à qui étaient attribuées auparavant les charges, c'est-à-dire le pouvoir culturel et sur l'État-nation, c'était aux nobles, c'est-à-dire que c'était l'organique finalement qui décidait de ce que tu étais, et avec une impossibilité pour le bourgeois, entre parenthèses, d'accéder à ce culturel. Le culturel lui était interdit. Tu ne peux pas projeter l'État-nation, c'est pas l'État-nation là encore. Bah, le pouvoir, si tu veux, il n'y avait pas la télé à cette époque-là. Il n'y avait pas l'État-nation. Non, mais je veux dire, non, il y avait l'État. Il y a des sujets. Quand même, il y avait des débuts avec Louis XIV, quand même. Mais c'est pas une nation, c'est un royaume qui a. Voilà. Oui, centralisé. Enfin, une sorte de pyramide suzerain. Oui. On n'est pas dans un État-nation dans le sens où il n'y a pas une unité. Tout à fait. Mais si tu veux, on peut supposer que ces gens-là se sentaient absolument brimés par l'organique, par le fait que finalement, le fait de penser, en fait c'est le contraire, c'est je suis vicomte, donc c'est moi qui pense et qui administre finalement l'État-nation, etc. C'est pas l'État-nation qui l'administre, c'est son comté. C'est pour ça que... Ah oui, parce que du coup... J'emploie le vocabulaire de Pushkar. Non mais d'accord, mais du coup, c'est comme si les catégories, elles passaient comme ça dans l'histoire, frontalement, clac, 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 clac. Alors qu'en plus, si tu veux, il y avait... Pour l'émancipation du servage, il y a eu la religion, donc le système. Non, mais je veux dire, la France, il vient émanciper le la France, c'est plus un État, c'est plus de l'esclavage. Alors bon, du coup, tout ça est mélangé en plus, à la même époque. Voilà, non, mais si tu veux, à un moment donné, bon, bah, ces gens-là, finalement, qui étaient
quelque part brimé culturellement, tout ce que tu veux, accèdent à travers la vénalité des charges, et alors qu'ils ont le fric, ils ont accumulé primitivement le truc, donc ils peuvent acheter des charges, ils arrivent à un pouvoir culturel. Donc le moment cartésien, c'est celui-là aussi, d'après Kouskar. Ouais. C'est le je pense, donc je suis, c'est permis ça maintenant. Avant, ce n'était pas permis, tu ne pouvais pas dire je pense, donc je suis, puisque tu n'étais pas la noblesse. De même, dans l'Antiquité, peut-être Anaxagore, etc., mais comme tu disais très justement, il y avait une société d'esclavage, et l'esclave, il ne pouvait pas dire je pense, donc je suis. Il pouvait le dire, excusez-moi. Là, du coup, je suis en train de lire un truc vachement intéressant sur l'esclavage. Justement, tu pouvais devenir esclave alors que tu avais un autre statut dans la société, et revenir aussi au statut postérieur. Donc, tu vois, c'est pas comme s'il y avait une espèce de classe d'esclaves et une classe d'esclavagistes. C'est pas des classes à ce moment-là, c'est que tu pouvais passer effectivement d'un statut d'objet esclave. Lié au bon vouloir de ton maître. Pas forcément, là il y a des paradoxes assez intéressants. Enfin, du coup, tu peux devenir, ce que d'ailleurs a évité Platon, il a été acheté par un autre, enfin pas acheté, mais émancipé par un autre philosophe, alors qu'il aurait pu être acheté comme esclave, en fait, à un moment donné de sa vie. Il a eu cette chance-là, parce que peut-être qu'il était connu, je sais pas. Bref, il a été émancipé, donc il était redevenu citoyen de cette façon. Mais tu pouvais chavirer, tu perdais une guerre, tu devenais esclave. Tu devenais esclave de celui qui a gagné. Celui qui a gagné. Donc du coup... Mais là, je pense que le moment, si tu veux, il y avait... et ça participe d'un ensemble d'idéologies de l'époque. Le moment était tout à fait propice au fait de ce changement, on va dire, de code, changement la constitution de la classe bourgeoise. C'est-à-dire que et Kouskar il semble montrer que la viralité des charges n'y a pas été pour rien, et que, effectivement, l'émergence de la bourgeoisie d'Europe, qui n'existait pas avant, la bourgeoisie d'Europe, tu ne parles pas de bourgeoisie d'Europe avant l'édit de la Colette, puisqu'ils ne pouvaient pas accéder ils ne pouvaient pas être juge, ni commissaire, ni machin, ni collecteur de je ne sais pas quoi. Donc là, à un moment donné, ils arrivent, quoi, à ce moment-là. Pour eux, si tu veux, c'est quand même un changement de paysage, quoi, au niveau idéologique, etc. Donc peut-être que c'est pas pour rien, si tu veux, que ça arrive à ce moment-là. Donc que Descartes, à ce moment-là, théorise justement le cogito et le fasse en français. Ça, c'est intéressant qu'il ne le fasse en français. Alors qu'il aurait pu le faire en latin, s'il avait voulu. C'est l'État-nation qui arrive. S'il avait voulu, donc il voulait que ça soit lu, quoi. Et voilà, donc, alors après, Kouskar, il montre que non, enfin là, il y a effectivement une identité qui est obtenue, mais c'est une identité, d'après lui, formelle. Elle va pas, et d'ailleurs, elle n'est pas, du point de vue historique, ça aurait été anachronique qu'elle aille jusqu'au bout, quoi, mais qu'elle aille jusqu'à ce qu'après théoriseront Marx, Hegel, etc., et Kouskar. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même assez cohérent, quoi. Donc, moi, je suis assez séduit, quoi, par ces interprétations.